Bonjour à tous, Alexis Villeneuve, conseiller référent culture chez Littoral Normand. Je vais vous parler aujourd'hui de la gestion durable des adventices et principalement sur le maïs. Donc nous allons commencer par un rapide état des lieux, des problématiques, des contraintes qui peuvent se poser pour le désherbage du maïs. Nous verrons ensuite les outils et les interventions mécaniques qui sont réalisables pour le désherbage du maïs. Et puis nous rentrerons un petit peu plus dans le détail et je vous présenterai quelques itinéraires de désherbage maïs. Et puis pour finir, on élargira un petit peu notre propos aux autres leviers agronomiques mobilisables dans les rotations pour une gestion durable des adventices. Donc le désherbage chimique des cultures s'avère de plus en plus complexe, en plus de la protection de la santé humaine et de la qualité de l'eau, qui peuvent entraîner le retrait de certaines matières actives. On est confronté également à des phénomènes de résistance des adventices à certains herbicides. Je vous propose justement qu'on fasse un petit état des lieux des résistances auxquelles vous pouvez être confrontés. Donc les cartes que je vous présente, elles sont issues des travaux de l'INRAE, du réseau R4P, qui met à jour annuellement des cartes de résistance. Sont représentés sur ces cartes uniquement les cas publiés de résistance. Donc ce n'est pas parce que la résistance n'est pas représentée dans un département qu'elle en est obligatoirement absente. Sur cette première carte, vous voyez les résistances aux ALS de la digitaire sanguine, donc une graminée estivale, résistance donc aux inhibiteurs de l'ALS que vous retrouvez, donc les sulfonylurées que vous retrouvez dans l'équipe, le moussoun active ou le Nicosia par exemple. La deuxième carte présente toujours des résistances à l'ALS, mais cette fois-ci des CETER, donc pareil, présente dans plusieurs départements français, et puis un nombre de cas qui ne fait que augmenter d'année en année. Les paniques sont également concernées par cette résistance. Pour terminer sur ces phénomènes de résistance, je tenais à vous montrer les résistances des régras et des vulpins au glyphosate. Donc pour les régras, c'est déjà documenté depuis plusieurs années. C'est une résistance présente dans plusieurs départements en France. Pour la résistance des vulpins au glyphosate, par contre, c'est une première mondiale qui a été décrite en 2023 en Haute-Saône. Donc ces résistances-là ne seront pas sans poser de problème si elles tendent à se généraliser, notamment pour les systèmes en non-labour. Avec le désherbage mécanique, là on n'a pas de problème de résistance. En revanche, il y a d'autres points d'attention à prendre en compte. Et ça commence donc dès le semis, donc avoir un travail du sol qui permet d'avoir une parcelle bien nivelée, sans trop de mottes, afin d'avoir un travail des outils de désherbage mécanique qui va être le plus régulier possible. S'il y a du binage qui est prévu sur la parcelle, avoir une bineuse adaptée au semoir, idéalement le même nombre de rangs, et puis des interrangs de semoir réguliers, pas de jeu sur les éléments pour pouvoir vraiment biner au plus près de la culture sans occasionner de dégâts. Et puis une profondeur de semis, au moins 4 à 5 cm de profondeur pour le maïs, pour pouvoir envisager des passages de prélevés avec des outils de désherbage mécanique en plein. Et puis enfin, bien sûr, les conditions pédoclimatiques sont très importantes pour le désherbage mécanique. Donc une parcelle bien réessuyée et puis 24 à 48 heures sans pluie derrière l'intervention, afin de permettre aux adventices de sécher. Les différents outils qui existent pour le désherbage mécanique, donc les trois premiers, RC-Tri ou rotative et roto-étrie, ce sont des outils qui travaillent en plein, donc qui travaillent l'intégralité de la surface. La RC-Tri, son avantage, ça va être son débit de chantier, parce qu'on a des outils en largeur 12 mètres, voire au-delà, avec des vitesses de travail qui permettent d'atteindre des débits de chantier de 5, 6, 7 hectares à l'heure. Sur la houe rotative, on va être autour de 5 hectares à l'heure également en débit de chantier, des outils un peu moins larges s'y mettent la plupart, mais avec des vitesses de travail un petit peu plus élevées que la RC-Tri. La houe rotative a pour intérêt de pouvoir écrouter les parcelles, donc sur des parcelles un peu battantes, c'est un réel intérêt, notamment en maïs, de venir écrouter un petit peu la parcelle. La roto-étrie, donc là c'est un outil toujours en plein, ça permet d'un léger écroutage, vraiment très léger. On va avoir un travail un petit peu plus agressif que les deux autres outils que je vous ai présentés, des réglages aussi un petit peu plus délicats. Et enfin la bineuse, donc là c'est un outil qui va travailler principalement l'interrang,
Donc, il va agir sur des stades plus avancés d'adventice, là où les 3 premiers outils que je vous ai présentés, c'est vraiment sur des adventices jeunes, du stade fil blanc à 2 feuilles pour les graminées. La bineuse, on va pouvoir agir sur des adventices plus développés, mais principalement sur l'interrang, avec des débits de chantier un petit peu amoindris en raison de la vitesse de travail et de la largeur de l'outil. Sur les bineuses, malgré que ça travaille principalement l'interrang, on a des options qui permettent de venir faire un travail aussi sur le rang. Donc là, je vous en présente 2, les doigts cresse. Donc ces doigts-là qui viennent fouetter en fait le rang de maïs. Le réglage peut être un peu délicat, les stades d'intervention assez restreints, puisqu'il ne faut pas que le maïs soit cassant, mais il faut quand même qu'il soit bien enraciné pour ne pas être déchaussé avec le passage de l'outil. Peut-être plutôt adapté à du désherbage betterave que maïs pour cette option-là. La deuxième que vous avez sur la gauche de l'écran, pardon, ce sont des sock buteurs, donc ça vient projeter en fait le flux de terre de la bineuse sur le rang pour enfouir des adventices à des stades jeunes et donc avoir un effet aussi sur le rang. Donc maintenant qu'on a vu bien ces différents outils, les stades auxquels on peut intervenir sur le maïs sont présentés dans ce tableau-là. Le premier passage, vraiment le plus efficace, celui à faire en désherbage mécanique en priorité, c'est le passage de prélevé. Donc après le semis, avant la levée du maïs, avec RC-tri, roto-tri ou rotative, les 3 outils peuvent être utilisés à ce moment-là, avec l'avantage pour la houe, je trouve, de pouvoir écouter également les parcelles. Ce passage-là, il est à placer quand les adventices sont vraiment au stade fil blanc, donc entre 3 et 7 jours après le semis du maïs, en fonction des conditions météo. Idéalement, il faut 60 degrés jour en base 0 depuis le semis pour que la majorité des adventices soient au stade fil blanc et qu'on ait un effet maximisé. Vous pouvez également mettre une plaque de plexiglas sur le sol de la parcelle, ce qui permet en fait d'avoir 24 heures d'avance par rapport au reste de la parcelle. Donc, quand vous serez au stade fil blanc sous la plaque de plexiglas, le lendemain, on sera au bon stade pour intervenir sur le reste de la parcelle. La houe rotative, un petit peu moins agressive comme outil, donc on va pouvoir revenir plus tôt, éventuellement dès que le maïs a une feuille. La houe rotative, on peut l'utiliser aussi à ce moment-là. Là où la RC-tri et encore plus la roto-tri, on va attendre 3-4 feuilles que le maïs soit bien implanté pour ne pas lui occasionner de dégâts. Les passages sont aussi possibles plus tard avec ces outils-là, avec une moindre efficacité que des adventices un peu trop développés. Donc ensuite, sur des stades un peu plus avancés, plutôt la bineuse. Donc là, dès 3-4 feuilles, c'est faisable. Plutôt avec des protège-plants à 3-4 feuilles pour éviter d'aller projeter de la terre sur le maïs et avoir une vitesse de travail correcte quand même pour biner. Et puis, le dernier passage, c'est vraiment le stade du maïs. Tant que le maïs passe sous la bineuse sans casser, il n'y a pas de problème pour passer à la bineuse. Maintenant que je vous ai présenté un peu tous les outils, les stades d'intervention possibles, on va aller regarder un petit peu plus en détail des itinéraires de désherbage maïs. Donc, je vais commencer par un itinéraire 100% mécanique et puis ensuite on verra 2 itinéraires de désherbage mixte. Alors en 100% mécanique, le premier passage, donc vraiment le plus important, je le répète, c'est celui fait en prélevé avec une RC-tri ou une houe rotative. Donc sur des advances dites au stade fil blanc, bien vérifier avant l'intervention que le germe du maïs se situe à plus de 2 cm de la surface pour pouvoir travailler sur 2 cm avec nos outils sans occasionner de dégâts sur le maïs. Et puis au moins 24 heures sans pluie derrière. Au stade fil blanc, les adventices vont sécher assez vite, donc en toutes conditions assez séchantes, 24 heures sans précipitation suffisent. On enchaînera avec un deuxième passage entre 3, 4, 5 feuilles, selon la levée des adventices. Donc là, plusieurs outils possibles, RC-tri ou rotative pour du travail en plein, voire roto-tri. La bineuse, c'est également faisable. Donc, sur des stades assez jeunes du maïs, plutôt les protège-plants, je rappelle, pour ne pas ensevelir le maïs. Le passage de la bineuse vers 5-6 feuilles, ça peut aussi également être l'occasion d'aller localiser de l'engrais. Comme vous l'avez sur cette bineuse là, qui est capable par exemple d'aller localiser de l'engrais de part et d'autre du rang de maïs, plutôt que de l'amener en plein au moment du semis. Et puis après, on maintiendra le salissement en enchaînant un second binage, voire un troisième, selon les années, pour maintenir la propreté de la parcelle selon les conditions pédoclimatiques et les relevés d'adventices que vous observez sur votre parcelle. Pour cet itinéraire, un passage de houe, 2 passages de bineuse, il faut compter 126 € de l'hectare, main-d'œuvre compris, carburant compris, et puis un temps de travail qui est estimé à 50 minutes de l'hectare.
Donc là, j'ai pris comme hypothèse une houe rotative en 6 mètres et une bineuse 6 rangs avec interface caméra. Alors, même si le désherbage 100% mécanique du maïs est envisageable, ce n'est pas forcément adapté à toutes les parcelles selon la flore présente ou à toutes les années selon les conditions climatiques de l'année. Donc le désherbage mixte, ça représente un bon compromis pour le maïs. Donc on va avoir 2 itinéraires désherbage mixte en maïs. Le premier, donc là, plutôt adapté, alors soit des parcelles où il n'y a pas de grosse problématique de graminées, pas de résistance au sulfonylurée, comme on a pu le voir sur les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure, ou alors en cas de printemps très sec, là où nos herbicides de racinaires, de prélevés ou de post-précoce vont avoir besoin d'humidité de sol pour être efficaces. En cas de printemps sec, le désherbage mécanique, lui, est très efficace. Donc pour ces conditions-là, un passage de houe ou de herse prélevé. On enchaînera ensuite avec un passage en herbicide en post-précoce, entre 2 et 4 feuilles. Donc vraiment, là, c'est plutôt le stade des adventices qui vont déterminer le passage plutôt que le stade du maïs. Donc il faut intervenir sur des adventices jeunes, 3-4 paires de feuilles en dicote, 3 feuilles pour les monocotes maximum, avec des conditions d'hygrométrie d'au moins 70%, des températures entre 10 et 20 degrés, vraiment pour maximiser l'efficacité des herbicides. Donc là, sur ce tableau-là, vous voyez quelques programmes herbicides post-précoces qui sont mobilisables en fonction de la flore à choisir, forcément en fonction de la flore présente sur vos parcelles. Et puis on maintiendra le désherbage avec du binage pour maintenir une parcelle propre jusqu'à la récolte. Des conditions particulières peuvent nécessiter l'emploi d'autres herbicides en cas de liseron par exemple, où là un traitement spécifique sera nécessaire. Donc pour cet itinéraire-là, nous sommes donc un passage de houe, un passage herbicide et un passage de bineuse. On est à 114 € de l'hectare pour cet itinéraire-là. Et puis un temps de travail qui est estimé à 39 minutes de l'hectare. Donc toujours ma houe en 6 mètres, ma bineuse 6 rangs interface caméra et le passage herbicide, je suis parti sur un Illumis à 0,7 avec un puits levé en 24 mètres. Un dernier itinéraire de désherbage mixte, donc là plutôt pour des parcelles qui vont présenter une grosse pression en graminées, régras, digitaire, panique ou cétère, ou en cas de résistance au sulfonylurée. Donc là, on va avoir recours à un herbicide racinaire en prélevé. Avec le retrait du S-métolachlore, les solutions racinaires se trouvent amputées, notamment sur l'efficacité des graminées. Donc dans la famille des chloroacétamines, il va rester 2 matières actives, DMTAP et puis phétoxamide. Donc DMTAP dans l'Isar, le Dakota, phénoxamide dans le successeur 600. Ces molécules-là, à réserver vraiment aux situations les plus problématiques, donc grosse pression en graminées ou grosse pression régras. Pour le reste des situations, vous voyez qu'on a d'autres herbicides racinaires qui ne font pas partie des chloroacétamines, qui présentent aussi une bonne efficacité sur graminées. Comme vous voyez sur le tableau, c'est vraiment la cétère qui est la plus difficile à contrôler. Donc là, à partir de 15 pieds mètres carrés, malheureusement, on est un peu obligé de s'orienter vers des chloroacétamines. Donc les chloroacétamides, plutôt à garder vraiment pour les situations avec des grosses pressions graminées, afin de maintenir ces solutions durables dans le temps. Parce que ce sont des molécules, je le répète, comme le S-métolachlore, qu'on retrouve de plus en plus dans les autres captages. Après ce passage de post-précoce, on pourra continuer le désherbage avec du binage, donc un ou des binages selon le contexte climatique de l'année. Sur les parcelles vraiment les plus problématiques, l'herbicide de prélevé sera complété par une post-précoce, notamment pour la gestion des régras. Ce passage-là, cet itinéraire-là, on est à un coût d'itinéraire à 198 € de l'hectare, manœuvre comprise, et 46 minutes de travail à l'hectare. Donc là, les hypothèses, c'est toujours la bineuse en 6 rangs, et puis le passage herbicide. Donc je suis parti sur un Dakota P, 3 litres hectare, toujours avec le puits levé en 24 mètres. Donc on a vu plusieurs itinéraires de désherbage mixte de maïs, voire 100% mécanique. Par contre, la gestion des adventices, bien sûr, elle commence bien en amont du désherbage de la culture.
on va passer en revue l'ensemble des leviers agronomiques qui doivent être mobilisés sur votre exploitation pour atteindre une gestion durable des adventices. Donc le premier moment où on peut agir, ça va être sur le stock semencier, donc la quantité de graines qui est présente dans le sol est capable de germer. Donc là, plusieurs moyens pour agir sur ce stock semencier. Le levier le plus efficace, ça va être la rotation, donc la succession de vos cultures, de varier les périodes de semis au sein de la rotation pour limiter une spécialisation de la flore, pour avoir une flore le plus diversifiée possible, où les espèces vont trouver un équilibre et vont être plus faciles à gérer. Le faux semis, donc là l'idée c'est de déstocker les graines qui sont présentes dans le sol. Donc c'est du travail répété, très superficiel du sol avant la mise en culture pour faire germer les graines qui sont là avant le semis de la culture. Le labour occasionnel, un levier très efficace, notamment pour la gestion des graminées. Donc occasionnel, c'est un labour tous les 4-5 ans. On va venir labourer, enfouir les graines, les laisser 4-5 ans, le temps qu'elles perdent leur capacité à germer, avant de revenir en labour pour les remettre en surface. Et donc on va remonter des graines qui auront pour la plupart perdu leur capacité germinative. La gestion des menus pailles. Donc là, on a déstocké, on a fait un peu mourir nos graines. L'idée, c'est de ne pas en remettre dans le stock. Donc la gestion des menus pailles, ça peut être soit des récupérateurs de menus pailles, soit maintenant des broyeurs de menus pailles, donc qui viennent vraiment broyer l'ensemble des menus pailles et des graines d'adventices qui peuvent s'y trouver en sortie de batteuse, pour éviter de remettre ça dans la parcelle. Et puis une solution vraiment de dernier recours, l'estimage. Donc là, on vient couper les têtes des raigrats, des bulpins, notamment quand ils dépassent des cultures de céréales, pour éviter, pareil, de les remettre dans le sol. Un dernier point pour le stock semencier, c'est la prédation par les insectes. Donc, pas mal d'insectes se nourrissent de graines, notamment les carabidés. Donc, les carabes, c'est le coléoptère qui se déplace sur le sol. Même si l'effet est assez mal quantifié, des études montrent qu'il a un vrai rôle sur la pluie de graines, donc la quantité de graines qui vont revenir dans le stock semencier. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de favoriser au maximum ces carabes. Donc ça peut être la mise de bandes enherbées ou de bandes fleuries en bordure de parcelles, une réduction de travail du sol également. Ensuite, sur le développement des adventices en cours de culture, on s'est pas mal attardé aujourd'hui sur le désherbage mécanique. J'en ai dit rapidement aussi un mot. La fertilisation joue également un rôle dans la gestion des adventices. Vous avez notamment parlé de pouvoir localiser l'engrais azoté au moment du binage avec la bineuse, plutôt que de le mettre au moment du semis de maïs, puisque les besoins du maïs en azote se situent aux alentours de 10 feuilles. Tout l'azote qui n'est pas utilisé par le maïs va profiter plutôt aux adventices ou va être lessivé dans la nappe. Donc on va essayer de l'amener plutôt juste un petit peu avant les besoins pour qu'ils profitent plutôt au maïs, et puis plutôt en localiser pour éviter d'aller nourrir des adventices qu'on cherche à détruire dans l'interrant. Et puis un dernier point, on va mettre toutes les chances du côté de la culture au détriment des adventices. Donc pour ça, on peut jouer sur les dates de semis. Donc vraiment semer en conditions très poussantes pour que, là en l'occurrence, le maïs puisse vraiment prendre rapidement le dessus. On peut jouer sur l'écartement. En maïs, par exemple, en silage, on va pouvoir venir semer le maïs à 50 cm, ce qui présentera plutôt que 75, ce qui présente d'autres intérêts, c'est qu'on va pouvoir éventuellement, si on fait de la betterave ou du colza, tout semer à 50 et tout biner avec la même bineuse sans avoir à changer les réglages. Le choix variétal, donc plutôt des variétés avec des bonnes vigueurs ou des pores assez couvrants pour limiter au maximum la lumière qui va arriver au sol pour les adventices. Alors bien sûr, tous les leviers n'ont pas la même efficacité sur les différentes adventices, donc seule vraiment une combinaison de l'ensemble de ces leviers va permettre une gestion durable des adventices à l'échelle de la rotation. Donc pour conclure, la gestion du salissement, ça passe par une bonne connaissance de ces parcelles et puis de la flore qui s'y trouve afin d'adapter ces itinéraires en fonction à la fois de la flore et du matériel présent. Ne pas hésiter à tester les différents outils, à se former à ces nouvelles techniques. Et puis, malheureusement, il n'y a pas une recette miracle, donc il faudra bien s'adapter chaque année. Parmi ces leviers, choisir le plus adapté sur la parcelle et aux conditions pédoclimatiques de l'année. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous contacter pour aller plus loin.